Hello hello, j'espère que tu vas bien. C'est reparti pour une aventure avant moi. Je vais essayer de nous mettre dans le mood même si il ne fait pas trop les températures ni la luminosité, tu auras vu qui est pas mal. Pour des bougies, mais bon. C'est parti, aujourd'hui je te propose un autre deep dive, cette fois-ci dans l'horreur. L'horreur, en tant que genre littéraire, cinématographique et culturel, existe depuis des temps immémoriaux. Bon, je dis ça, mais c'est moi qui le dis. Je pense que c'est le cas, j'imagine. Je n'en sais pas plus, je t'avoue. Mais cette fascination pour le macabre, le surnaturel et le terrifiant est profondément enracinée dans la psyché humaine, ça je peux te l'assurer. Et elle a trouvé sa place dans nos récits, nos légendes, nos œuvres artistiques depuis des siècles. Mais bon, la question est, pourquoi est-ce que le genre de l'horreur persiste-t-il si fortement dans notre culture? Pourquoi est-ce qu'on est attiré par des choses qui nous effraient en fait? C'est bizarre, tu ne trouves pas? Tout d'abord, l'horreur permet un petit peu, selon moi, d'explorer nos peurs les plus profondes de manière sécurisée. La vie réelle est remplie d'incertitudes, de menaces, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou existentielles d'ailleurs, le changement climatique par exemple. Et l'horreur, enfin le genre de l'horreur va nous donner un espace contrôlé pour un petit peu confronter ces peurs. Donc en lisant un livre d'horreur par exemple ou en regardant un film d'horreur, on peut expérimenter l'adrénaline de la terreur tout en sachant que nous sommes en sécurité dans notre fauteuil comme moi actuellement ou sous notre couverture. Ce n'est pas encore le moment des couvertures là, il fait genre 30 degrés. Mais bon bref, ce n'est pas le sujet. C'est une forme de catharsis, je dirais, un moyen de libérer le stress et l'anxiété en les confrontant de manière symbolique. Voilà un petit peu. Enfin, là j'ai fait une généralité. Si tu es quelqu'un comme Déborah qui est une chochotte, tu ne lis pas d'horreur. Mais si tu lis de l'horreur, il est très possible que tu rentres dans cette catégorie de personnes-là. De plus, l'horreur va explorer souvent des thèmes profonds et universels. Donc les récits d'horreur mettent en lumière des aspects sombres de l'humanité et de la société que nous préférons en général ignorer, y compris moi. Ils abordent des sujets tels que la mort, la folie, la perte de contrôle, la solitude, la corruption, etc. etc. Ces thèmes-là vont résonner avec notre expérience humaine commune, ce qui rend ces histoires d'horreur à la fois perturbantes, très perturbantes, mais extrêmement captivantes en même temps. En les confrontant, on peut réfléchir à ces aspects troublants de notre existence sans les avoir dans la réalité. Dernière chose quand même, l'horreur défie souvent les conventions et les attentes narratives de façon mainstream. Les histoires d'horreur ne se terminent pas toujours bien, les héros ne sont pas toujours sauvés et le mal peut triompher très facilement. Cette rupture en fait des normes narratives traditionnelles va susciter l'intérêt et maintient les spectateurs et les lecteurs en alerte, les gens comme moi. Cela remet un petit peu en question notre vision du monde et de la moralité, ce qui peut être à la fois dérangeant, n'est-ce pas, et stimulant, surtout intellectuellement, je trouve. L'horreur peut également être un moyen puissant de commenter, de critiquer la société. De nombreux récits d'ailleurs d'horreur utilisent des éléments surnaturels ou fantastiques pour examiner les problèmes sociaux et politiques. On prend par exemple le roman de Frankenstein, de Mary Shelley, j'étais en train de chercher ma ref. Donc Frankenstein de Mary Shelley qui va explorer les implications morales de la création et de la science, tandis que le film par exemple Get Out de Jordan Peele, j'espère que vous avez tous vu Get Out parce que vraiment pépite. Je reviens dans ce que je disais, donc Get Out de Jordan Peele aborde le racisme de manière métaphorique. Donc on a l'horreur qui va permettre aux créateurs de s'attaquer à des sujets sensibles tout en les enveloppant dans une sorte de récit captivant. C'est aussi pour ça c'est vraiment une parenthèse de moi qui sort de ce dont je voulais te parler. C'est aussi ce que personnellement j'aime dans la fantasy. Beaucoup de gens littéraires, de lecteurs en fait, failli me brûler, c'est super. Beaucoup de lecteurs voient tous les récits d'imagination, de l'imaginaire de haut parce que c'est de l'imaginaire, ça se passe dans un monde qui n'est pas réel, etc. Sauf que quand tu examines les récits de l'imaginaire comme par exemple la fantasy, c'est souvent nos sociétés qui sont dépeintes en fois 1000 et avec des créatures
littérature surnaturelle. Donc au final, moi, ça me permet d'avoir en face les réflexions que j'aurais en lisant des livres contemporains mais qui parlent de sujets d'actualité, mais en m'amusant un petit peu plus. Bref, parenthèse terminée. Bon, un autre point aussi, l'horreur procure une montée d'adrénaline et une excitation que de nombreux amateurs recherchent. Il y a quelque chose de fascinant dans le fait de se faire peur volontairement, je trouve, de ressentir la tension monter à mesure que l'intrigue se développe et de sursauter lors d'un moment effrayant. Cette expérience sensorielle intense est une partie essentielle de l'attrait de l'horreur et je m'inclus là-dedans. C'est aussi pour ça que j'aime l'horreur. C'est d'ailleurs pour ça que je préfère l'horreur, le body horror, l'horreur où on voit les choses qui se passent, aux horreurs un petit peu plus subtiles et psychologiques où au final il n'y a pas de peur, il y a plus un malaise. Maintenant, on va parler de l'horreur spécifiquement en littérature. Donc, ce qui est suggéré par rapport à ce qui est montré. Je vais te parler un petit peu de cet art subtil que les auteurs ont de nous faire frissonner par les mots. Commençons. L'horreur littéraire, plus que tout autre genre, je trouve, repose sur une promesse implicite entre l'auteur et le lecteur. Évoquer une terreur qui transcende la simple page. On va retrouver deux méthodes majeures qui sont utilisées dans la littérature pour invoquer la peur. On a la suggestion et la description directe. L'une va tisser des ombres dans l'esprit, tandis que l'autre dépeint la terreur de façon brute et sans filtre. Considérez par exemple le Horla de Maupassant que j'ai lu assez récemment. Bien que la chose soit au cœur de l'intrigue, ses apparitions aux yeux du lecteur sont inexistantes et souvent même énigmatiques. Maupassant en fait va jouer avec l'inconnu. Il va nous laisser en tant que lecteur imaginer la véritable nature et les intentions de la source de la folie de notre protagoniste. Et cette ambiguïté-là va maintenir le lecteur, dont moi, dans une tension un petit peu constante. Chaque ombre, chaque bruit dans leur propre environnement, dans le nôtre, pouvant suggérer une menace cachée. Bon, là, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple, je t'avoue, parce que le Horla, c'est plus bizarre qu'angoissant et encore moins effrayant. Mais c'est pas grave, ça rentre quand même dans cette catégorie. Hein. Il a bien fallu que certaines personnes, certains auteurs commencent et ouvrent la voie pour les autres. Continuons. À l'opposé, nous avons des œuvres comme la fameuse saga Saw, les films Saw. Si vous connaissez pas les films Saw, c'est que vraiment vous n'êtes pas quelqu'un qui est... En fait, tous ceux qui ont regardé de l'horreur, des films d'horreur, ils connaissent Saw. Donc dans cette saga, la violence est décrite de manière presque clinique et dans ses détails. Ces descriptions graphiques vont provoquer une répulsion immédiate, une réaction viscérale face à l'horreur qui est explicite. Donc la question que moi je me suis posée et d'où vient cette vidéo en fait au final, c'est quel est l'effet le plus durable? Dans le monde littéraire, sans le soutien visuel que propose le cinéma, mon imagination en tant que lectrice devient l'outil principal. La suggestion, en jouant sur cette corde-là, sur cette imagination, peut souvent mener à une peur plus profonde et plus persistante. Par contre, la description directe dont je parlais un petit peu plus tôt, en littérature présente ses propres avantages, mais aussi ses propres défis. Donc par exemple, trop de détails peuvent aliéner ou me désensibiliser, t'as compris, et me sortir de l'histoire, tout simplement. Tandis que la suggestion peut souvent laisser le lecteur frustré, qui cherche en fait une concrétisation à nos peurs, au final. C'est vrai que j'ai souvent été frustrée par rapport à ça. Donc je viens d'y penser d'ailleurs, un autre avantage de la suggestion, c'est sa capacité à créer une atmosphère. Je te donne un exemple très concret. La ballade de Black Tom de Victor Laval est saturée d'une ambiance sinistre, même si les apparitions monstrueuses restent très ambiguës en fait. Et cette ambiguïté-là va pousser le lecteur à se questionner, renforçant le malaise et la tension. Il est à noter que, peu importe la méthode que choisit l'auteur, selon moi, l'efficacité dépend fortement tout simplement de sa capacité à connaître son public. Donc l'art de l'horreur littéraire réside dans la compréhension des peurs universelles tout en faisant appel à l'imaginaire du lecteur. Et c'est pour ça qu'il est rare de voir une œuvre horrifique hypée, même auprès de sa communauté. Parce qu'il est tout simplement quasi impossible de contenter tout le monde dans ce genre-là quand tout est différent en fait. Quand il est question de nos peurs, on est tous très différents. Bref, que l'on choisisse de suggérer ou de décrire, l'horreur littéraire possède la puissance unique de faire naître des monstres dans l'esprit, là où ils peuvent persister longtemps après la dernière page. Ça, je peux te l'assurer. C'est ce qui rend ce genre si durable et, selon moi, si percutant. Parlons un petit peu maintenant des différents procédés littéraires de l'horreur. J'ai fait des recherches pour ça, je te rassure,
Tout ça ne vient pas d'une réflexion personnelle. En tout cas, ce dont je vais te parler maintenant. On nous dit que la mosaïque d'émotions et de sensations que nous provoquent les genres spooky, donc thriller, horreur, gothique, autres, est façonnée par des techniques narratives variées. Chaque auteur va choisir et adapter ses techniques pour capturer l'essence de la terreur. Au fil des ans, je l'imagine, plusieurs procédés se sont démarqués, chacun avec ses propres forces et ses effets distincts sur le lecteur. On va commencer tout simplement avec le plus classique, que tu retrouves un peu partout en vrai, l'atmosphère. Avant même que l'histoire ne commence réellement, l'atmosphère plante le décor. Les romans comme Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, que j'ai adoré aller le lire, ou La chute de la maison Usher, que j'ai lu plus récemment de Edgar Allan Poe, créent une ambiance lourde et sinistre. Des paysages sombres, des manoirs abandonnés, des ombres inexpliquées, tout contribue en fait à un sentiment d'inquiétude. Donc le lecteur va être préparé à s'attendre à l'inattendu, si c'est possible, à ressentir un malaise constant. Et c'est souvent ça que dans la communauté littéraire on appelle le mood du livre, le mood dans cette lecture. Ensuite passons à l'inconnu et l'implicite. J'en ai vite fait parler un petit peu avant, mais cette fois-ci je suis là avec des exemples. Le pouvoir de suggestion est l'un des outils les plus puissants à la disposition de l'auteur. H.P. Lovecraft, avec ses entités cosmiques et ses horreurs indicibles, est un petit peu maître en la matière, on va pas se mentir. Il évoque des terres étrangères, des entités inconnues, des mythes antiques, tout en laissant beaucoup à l'imagination du lecteur. Et cette méthode-là, elle est si efficace qu'elle fait appel à une peur fondamentale. C'est un peu la peur de l'inconnu, tout simplement. Avec ce genre de procédé, je te propose Petrified Woman de Jeremy Ray pour les plus courageux, parce que c'était vraiment horrifique, mais c'est une nouvelle, c'est court. Ou pour les plus frileux, il y a Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden, je crois que j'avais lu, qui est un livre un petit peu spooky, mais jeunesse, donc ça ne va pas trop dans le spooky non plus. Passons au troisième procédé, la confrontation directe. Bon, à l'imposer de l'implicite, la confrontation directe avec l'horreur peut être tout aussi terrifiante, je vais pas te mentir. Dans par exemple Not Even Bones de Rebecca Schaeffer, que je te recommande aussi. De toute façon, toutes mes références ici, là, parce que quand j'ai fait mes recherches, c'est encore une parenthèse, oui, je dévie à chaque fois, mais bref. Quand je faisais mes recherches sur l'horreur, ça me sortait des références de ouf, des classiques et tout, sauf que je les avais pas lus. Donc moi, j'ai fait ma petite liste de mes classiques d'horreur, qui sont absolument pas des classiques, mais c'est mes références. Et du coup, je te préviens que tous les livres dont je vais te parler, sauf si je te dis que je n'ai pas aimé, je les ai aimés et je te les conseille pour découvrir ces genres. Et c'est pour ça aussi que je précise à chaque fois quand c'est des livres d'horreur un peu hardcore ou des livres un petit peu plus soft pour les personnes qui veulent tout simplement découvrir le genre et voir si ça les intéresse. Bref, revenons du coup à Not Even Bones dont je parlais, donc de Rebecca Schaeffer, qui n'hésite pas à dépeindre de manière détaillée, je me rappelle très détaillé, les tortures que subissent les personnages. Et joue sur nos peurs viscérales en fait. C'est la peur d'être sur la table d'opération de quelqu'un et qu'on te découpe vivant. Cette méthode est assez éprouvante parce qu'elle force le lecteur à affronter la terreur frontalement. Genre tu n'as pas l'occasion de te cacher derrière l'ambiguïté parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On te décrit ce qui se passe. Clair. Bref, on continue sur le procédé de la psychologie cette fois-ci. L'horreur psychologie joue sur les déséquilibres mentaux, les déséquilibres de l'esprit. Dans le Horla de Maupassant, le véritable monstre est n'être autre que la psyché humaine. D'ailleurs, je pense que plus tôt, je vous ai déjà parlé de le Horla. Bref, en tout cas, là, je vais développer un petit peu plus. Donc, l'auteur plonge le lecteur dans les profondeurs de la folie de notre protagoniste principal, faisant écho aux peurs intérieures du lecteur que tu es, à tes doutes, à tes anxiétés. Cette méthode est particulièrement dérangeante parce qu'elle suggère que l'horreur peut être très intime, résidant en chacun de nous, et surtout qu'elle peut nous faire des choses horribles. Et les gens qui ont lu la nouvelle, je pense, comprendront ce que je veux dire par là. D'ailleurs, nous faire des choses horribles. Je viens de me rendre compte que je me suis trompée j'ai fait une faute. On continue avec, cette fois-ci, le réalisme cruel. C'est un petit peu comme la confrontation directe, mais j'allais dire un cran au-dessus, pas du tout, un cran de côté. Parce que c'est pas exactement la même chose, je t'explique. Certains auteurs optent pour un réalisme brutal, où les horreurs de la vie quotidienne, en fait, sont exacerbées. C'est genre la confrontation directe, mais dans un monde contemporain
contemporain, j'imagine. On avait Bret Easton Ellis dans American Psycho, c'est une œuvre cinématographique cette fois-ci, qui décrit des actes de violence avec un détachement mais clinique, encore une fois. La terreur provient en fait de la familiarité du cadre. C'est un monde contemporain urbain, genre juste juxtaposé à l'extrême cruauté des actes. C'est la réalité même en fait qui devient le monstre. Et moi je trouve que ça c'est un type d'horreur. Même moi parfois je suis pas trop pour, tu vois. Et il y avait un petit peu de ça dans Prettified Woman, mais pas trop non plus. Bref, on continue. Ensuite, on a le fameux et très classique surnaturel. Donc, on a les esprits, les démons, les créatures d'un autre monde. Le surnaturel, en fait, c'est un pilier de l'horreur, clairement. Par exemple, le classique L'exorciste de William Peter quelque chose. On a la possession démoniaque d'un enfant innocent, je sais plus si c'est une fille ou un garçon, qui crée un contraste en fait saisissant entre le pur et le profane. Cette méthode évoque des questions existentielles sur le bien et le mal, et ce qui existe au-delà du voile de notre réalité tout simplement. Question livre, mon favori dans ce genre, que j'ai lu cette année, je crois, c'est Les objets maudits de Emily Norsken. C'est une sorte de grosse dark fantasy avec des bons personnages, beaucoup de violence, mais c'est justifié par un plot. Donc au final, c'est pas dark pour rien. Bon, j'ai pas trouvé d'autres procédés, mais j'imagine que c'est l'essentiel. Après, je ne suis pas moi-même écrivaine, donc prenez ça comme c'est. Mais c'est ce qu'on peut voir très facilement dans la plupart des livres. Chacun de ces procédés possède ses propres mérites. Désolée, parfois je bégaye. Pas parce que je me rappelle plus forcément de ce que je vais dire, c'est parce qu'il fait chaud. Je sais pas si on voit sur mon visage, mais vraiment il fait chaud. Je dois briller à l'heure. Donc je suis désolée si je parle calmement, je bégaye et tout. Aujourd'hui, je n'ai pas la foi de vous faire peur et d'avoir mon énergie enjouée de d'habitude. Frère, je suis comme une loque. Donc on continue. Donc je disais, certains lecteurs peuvent être plus sensibles à l'horreur implicite, trouvant le non-dit plus effrayant que le montré. Et il y a d'autres qui peuvent être captivés par l'intensité crue d'une confrontation directe avec le mal. Mais dans tous les cas, la véritable force de l'horreur réside dans sa capacité à refléter nos peurs intérieures, qu'elles soient explicites ou cachées dans les recoins sombres de notre... Maintenant, je voulais juste... je sais que je parle beaucoup, j'ai déjà beaucoup parlé là, mais bear with me. Je voulais un petit peu te parler de l'aspect sociologique du genre à travers une partie de l'histoire de l'évolution et de comment est considéré le genre dans notre société. D'après mes différentes sources, la littérature d'horreur puise ses origines dans des contes oraux des premières civilisations. Ces histoires étaient souvent utilisées comme des outils didactiques et elles avaient pour but d'inculquer des valeurs ou d'avertir des dangers. Et avec le temps, ces récits se sont sophistiqués, se sont enracinés dans la culture populaire et sont devenus le miroir un petit peu des préoccupations sociétales plus larges. Et je dois avouer que, en y réfléchissant, la plupart des contes africains que je connais n'existent que pour la morale à la fin. Like, toute histoire, c'est pour te montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ta vie, genre, tu vois. Bref, je pense que t'as compris. La déconsidération du genre de l'horreur, c'est un aspect important, selon moi, à prendre en compte lorsqu'on examine sa place dans des œuvres culturelles. Malgré sa popularité, l'horreur est souvent perçue comme un sous-genre, relégué au second plan par rapport à la littérature assez classique ou d'autres formes d'art d'ailleurs, considérées comme plus nobles, tout simplement. Cette perception découle en grande partie d'une hiérarchisation culturelle qui privilégie les œuvres dites sérieuses au détriment de celles étiquetées comme populaires ou divertissantes. Encore une fois, on peut mettre la fantaisie au même niveau, à ce niveau. Bon, quoique la fantaisie est un peu au-dessus de l'horreur. L'horreur, vraiment, les gens, ils aiment pas. Enfin, c'est pas juste qu'ils aiment pas, ils critiquent, ils considèrent que c'est pas de la littérature. Bref, l'une des raisons de cette déconsidération réside dans le fait que la littérature d'horreur est parfois accusée de simplicité. Les critiques la considèrent parfois comme manipulatrice en raison de sa capacité à susciter des réactions émotionnelles fortes chez les lecteurs ou chez les spectateurs. L'horreur en fait utilise souvent des tropes narratifs qui peuvent sembler assez prévisibles, comme la présence d'un tueur en série ou d'un monstre. Cette prévisibilité est parfois interprétée comme une faiblesse artistique, bien que de nombreux écrivains et réalisateurs d'horreur utilisent ces conventions de manière intentionnelle pour jouer avec les attentes du public. Et je tiens à préciser que cette prévisibilité qui est décriée, je rigole parce que tous les genres l'ont, tous sans exception. La romance, la fantaisie, tout. Le contemporain, tous les genres ont des récits qui sont prévisibles. Donc moi ça me fait rire. On me dit non mais dans les livres d'horreur tu sais toujours ce qui va se passer. Non, c'est pas vrai. C'est juste que vous n'en lisez pas, vous n'aimez pas, vous avez le droit. Mais c'est pas la peine de cracher sur tout un genre juste pour ça. Bref, on continue. En fin de compte, la déconsidération de l'horreur en tant que genre repose souvent sur des stéréotypes
et des préjugés. Elles ignorent les nombreuses œuvres d'horreur qui sont à la fois intellectuellement stimulantes et émotionnellement puissantes. Il est essentiel d'ailleurs de reconnaître que l'horreur a sa place légitime dans le paysage culturel en tant que reflet de nos peurs et de nos angoisses, ainsi qu'en tant qu'exploration assez courageuse de l'obscurité qui réside en chacun de nous, on va pas se mentir. Je vais essayer de conclure rapidement parce qu'en vrai j'ai trop parlé et il fait chaud et j'ai la flemme. Bref, la littérature d'horreur occupe une place donc complexe dans le paysage littéraire. Je pense que je te l'ai fait un petit peu comprendre avec tout ce que j'ai dit avant. Elle est à la fois adorée par beaucoup pour sa capacité à susciter des émotions fortes et critiquée pour ce que certains perçoivent comme une tendance au sensationnalisme. Cependant, au-delà de la simple épouvante, l'horreur se sert d'outils d'introspection collective. C'est un peu comme ça que moi je le vois. Surtout que personnellement je lis beaucoup d'horreurs qui font des critiques de la société. J'ai rarement vu des œuvres horrifiques récentes, contemporaines, qui sont classiques avec juste un tueur en série, sans derrière... Bon, parfois il y a des tueurs en série, mais derrière il y a toujours une critique de quelque chose qui a un lien avec la société. Donc elle va poser des questions fondamentales sur notre humanité, nos peurs, nos désirs, etc. etc. Et en cela, elle n'est pas simplement un sous-genre, mais une exploration essentielle pour moi. Et peut-être sa véritable puissance réside dans sa capacité à nous montrer par le biais de monstres et de cauchemars ce que ça signifie d'être réellement humain. Oui, j'essaie de faire des belles phrases parfois. J'étais inspirée quand je préparais cette vidéo. I'ma stop there, guys. J'ai déjà beaucoup parlé, tu vois. Ma bouche, elle veut même plus que je parle. J'espère que tu auras apprécié ce petit moment deep dive avec moi. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires tes recommandations sur le thème et on pourra réfléchir ensemble sur de quoi ça parle pour la prochaine fois. Je vais peut-être faire des vlogs ou des vidéos où je vous recommande juste des livres d'horreur parce que là j'ai fait un deep dive, j'ai mis des références mais je ne sais pas si ça vaut lieu de, tu vois, vidéo reco, c'est pas la même chose. Je ferai plein de vidéos reco, vous inquiétez pas. Et n'hésite pas aussi à me laisser, tu sais, des idées de thèmes pour des prochaines vidéos. Et si tu n'en as pas, tu peux quand même me laisser un commentaire de référencement, ça fait toujours plaisir. Bref, take care et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.